Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. J'ai noté les débris d'un goûter qui se trouvait sur le guéridon de la salle à manger. J'aurais pu parler du goûter tout entier, car on y avait à peine touché. Des gâteaux, une bouteille de vin d'Espagne que Roland Boulanger avait certainement apporté lui-même. Le jardin était assez profond devant la villa. Il était mal tenu, avec des arbres tout rabougris de vieillesse. J'ai dit que le fond de la villa était adossé à une venelle. Le devant des jardins donnait sur l'impasse La Roche. C'est là qu'était l'entrée, avec une grande grille que l'on n'ouvrait jamais, et qui était close de volets de fer et à côté une petite porte de chêne vermoulu à Judas. Au coin de l'impasse La Roche et de l'avenue Rameau, il y avait une boutique de coiffeur. Pour peu que ce coiffeur ne fût point assailli par la clientèle et qu'il aimât à musarder sur son seuil, il ne pouvait manquer de remarquer ceux qui entraient et sortaient par la petite porte de chêne. La boutique avait une enseigne, Marius Poupardin, coiffeur, entre deux plats à barbe. La propriété possédait encore une autre sortie, aux trois quarts dissimulée, sous un envahissement extraordinaire de lierre et de plantes grimpantes. C'était cette porte par laquelle on avait vu sortir Rouletabille, porte donnant à l'extérieur sur un terrain vague, envahi d'ordures ménagères, un vrai dépotoir. À l'intérieur, elle ouvrait sur un petit chemin dallé de briques moussues qui traversait les hautes herbes d'un jardin fruitier rendu à l'état de nature et aboutissant directement à une porte basse de la villa donnant sur l'escalier de service. Je crois bien avoir donné toute la topographie utile, sinon à la compréhension du mystère qui reste opaque, du moins à la connaissance des lieux où il se déroule. Et maintenant, assistons à l'arrivée de Rouletabille. De grands bruits extérieurs l'annoncèrent. On nous l'amenait dans un autotaxi, entre deux agents de la sûreté. Des cris de « Vive Rouletabille » partirent d'un peu partout dans la foule qui se pressait autour de la villa. C'était déplorable. La petite porte s'ouvrit, et il apparut. Dieu qu'il était pâle. Il ne semblait plus que le fantôme de lui-même. Cependant, il avait aux yeux une flamme ardente qui révélait le feu intérieur qui le dévorait et qui brûlait ceux qui le regardaient. Combien en ai-je vu détourner la tête sous cet éclair insupportable? Son regard, dans l'instant, semblait vous dire « Pourquoi êtes-vous ici? En quoi cela vous regarde-t-il, ce drame qui s'est passé entre ce monsieur, ma femme et moi? Pourquoi tout cet appareil de justice? Je le connais depuis longtemps, je n'en suis pas accablé. » Chapitre 12. Étrange attitude de Rouletabille. De fait, sans plus se préoccuper des personnages, ses yeux se mirent à faire le tour des choses, mais sans perdre de cette flamme qui le consumait. Il m'avait vu. J'allais me précipiter quand un de ces coups d'œil que je connaissais bien me cloua sur place. Monsieur le juge d'instruction Hébert nous fit monter tout de suite au premier étage. Nous ne nous arrêtâmes point dans la salle à manger, et ce fut dans cette chambre, encore toute chaude du meurtre, que l'interrogatoire reprit. Les deux corps n'étaient plus là, mais ils avaient laissé partout leurs traces sanglantes, sur le tapis et jusque sur la garniture de lit de satin blanc du XVIe siècle, où une main ensanglantée s'était accrochée, sans doute celle d'Ivana. Rouletabille, en se retrouvant dans cette horrible pièce où, dans un baiser suprême, Ivana avait rendu son dernier soupir, Rouletabille eut un mouvement de défaillance. Je le reçus presque dans mes bras. « Avouez donc !» s'écria le juge d'instruction. Mon pauvre ami tourna vers lui des yeux hagards. Sur quoi M. Hébert, jugeant l'instant propice, sortit en douce tous les arguments qui pouvaient décider l'inculpé à changer d'attitude et à dire ce que tout le monde, excepté moi, estimait être la vérité, c'est-à-dire son crime.
mais un crime passionnel, accompli dans les conditions classiques et pour lequel le jury de la scène s'était toujours montré fort indulgent. C'est tout juste s'il ne promit point à Rouletabille l'acquittement. En tout cas, il faisait parfaitement entendre qu'en son âme et conscience, lui, bon juge et bon bourgeois et bon mari qui a le droit de compter sur la vertu de sa femme, absolvait Rouletabille. Ce n'était pas pourtant un méchant homme, ce monsieur Hébert, et comme on dit, il n'aurait pas fait de mal à une mouche, bien qu'il eût envoyé pas mal d'assassins à la guillotine. Mais il trouvait tout naturel qu'un mari trompé tuât autour de lui comme un sauvage. C'est extraordinaire comme, par certains côtés, nous tenons encore à l'âge des cavernes. Ceux qui étaient là se souviendront longtemps de la façon dont Rouletabille accueillit ces singulières avances. D'abord, il fit une déclaration qui remplit tout le monde de stupeur, et je ne cacherai pas que j'en fus, moi-même, assez gêné, bien que je fusse préparé à cet éclat par certaines phrases que je lui avais entendu prononcer dans le moment que nous avions eu tant de peine à l'arracher à la dépouille d'Ivana. « Monsieur, vous parlez de mari trompé. La première chose que je veux que l'on entende de moi, c'est l'expression de la foi complète que j'ai dans la parfaite honnêteté de ma femme. Quant à ce que vous pouvez penser de mon rôle en tout ceci, je dois vous avouer qu'après la mort de ce que j'avais de plus précieux au monde, cela m'importe aussi peu que possible. Si bien que, si je condescends à répondre à vos questions, c'est moins pour moi que pour sauver une mémoire qui m'est chère. Vous entendez, monsieur Hébert, Ivana Vilichkov, qui m'a fait l'honneur de devenir Madame Rouletabille, a toujours été la plus loyale et la plus probe des femmes. Elle n'a jamais manqué à ses devoirs. Monsieur Hébert eut un haut-le-corps très marqué devant cette agressive et inattendue proclamation. Au fait, les personnes qui étaient là n'auraient pas manqué d'en sourire s'il ne s'était agi de la vie d'un homme en suspens sur ces deux cadavres. « Monsieur, répliqua monsieur Hébert sur un ton qui n'était pas dénué d'une certaine pitié philosophique. monsieur, je ne demande pas mieux que de vous croire, mais mon opinion à cet égard importe beaucoup moins que la vôtre, et vous me permettrez de vous répondre que vous n'avez point toujours été aussi parfaitement assuré de la vertu de Madame Rouletabille. Et, mon Dieu, vous étiez de cela fort excusable, car vous avouerez bien avec moi que les circonstances et les apparences étaient tout à fait contre elle. Ce rendez-vous dans cette petite maison galante où le professeur Roland Boulanger était accoutumé de venir se distraire de ses importants travaux, cette dînette interrompue, cette chambre où nous avons trouvé les deux corps de monsieur Boulanger et de votre femme, tout cela était bien fait pour inquiéter l'esprit du mari le moins soupçonneux et même pour déchaîner, nous en avons la preuve, hélas, sa colère. Il est tristement exact qu'à un moment j'ai pu croire que ma malheureuse Ivana était prête à céder aux instances du professeur Boulanger, qui était, lui, fort amoureux d'elle. Je n'entrerai point maintenant dans des détails qui feront comprendre bien des choses, et qui feront voir à tous la conduite de ma femme sous un jour tout à fait nouveau, presque sublime, monsieur le juge. Il s'agissait pour elle et pour la science de sauver le professeur d'une influence néfaste, terrible, qu'un tel programme, difficile et dangereux à réaliser, eût amené ma femme à accepter, sans que j'en fusse averti, un rendez-vous dans cette petite maison de Passy. Cela me bouleversa à un point que je me mis à l'espionner. Espionnage dont je demande publiquement pardon à la mémoire de celle qui a droit à tous les respects. Il eut un court silence glacé sur le sens duquel Rouletabille ne se méprit point, et il continua. Je l'espionnai donc, et je la fis espionner. Et je sus qu'elle devait se rendre ce mardi-là dans cette maison. Dès le lundi, j'avais une clé qui me permettait d'ouvrir la porte qui donne sur le terrain vague. Je connaissais l'heure du rendez-vous, j'arrivai ici un quart d'heure après ma femme. Roland Boulanger était déjà là. Monsieur, je vous jure que je n'avais pas d'arme. Monsieur, je ne suis point de ceux qui s'arrogent le droit de tuer parce qu'une femme sourit à un autre. Monsieur, cette sauvagerie n'est point dans mes idées, et je regrette qu'elle ait encore cours à une époque qui prétend à la civilisation. J'étais venu pour constater un horrible mensonge. Mais on ne tue pas une femme parce qu'elle ment. Elle ment à ses vœux, elle ment à des promesses sacrées,
Détournez-vous d'elle. Ne vous transformez pas en bourreau, domptez l'instinct de propriété de la chair qui n'est que le corollaire de l'antique esclavage, ou subissez les justes lois. Monsieur, si vous me prouvez que j'ai tué, je réclame la guillotine, et je demande votre destitution pour avoir encouragé, par les propos que vous teniez tout à l'heure, l'assassinat. Ah, si nous nous attendions à celle-là. Fou de Rouletabille. Médusés, nous étions médusés, c'est le cas de le dire. Quant à M. Hébert, il eût bien voulu se fâcher, mais il avait peur de paraître ridicule. Toute sa figure se pinça, et ce fut sur un ton plein d'amertume qu'il répondit à peu près ceci, qui traduisait assez le sentiment général. Monsieur, je ne retiens point des paroles qui attestent pour le moins votre profond désarroi. Innocente ou coupable, votre trouble s'explique. Je regrette simplement qu'il ne vous permette pas d'user pour vous-même de cette méthode si nette et si sûre et si dénuée de discours qui a porté la lumière dans les affaires des autres. Monsieur, il faut avoir pitié de moi. On m'a tué ma femme. Et Rouletabille pleura. Chapitre 13. Ce qu'avait vu Rouletabille dans la petite maison de Passy. Les larmes nous émurent plus que toutes les paroles qu'il avait prononcées, assez incohérentes du reste, ou que nous jugions telles. Alors M. Hébert redevint très doux. Voyons, quand vous avez pénétré ici par la petite porte dérobée, vous êtes allé tout de suite à l'escalier de service, et par là vous êtes monté au premier étage. C'est le chemin, du reste, qu'avait suivi votre femme. Nous avons suivi la trace de ses pas jusque dans le cabinet de toilette. Madame Rouletabille n'avait pas voulu entrer par la porte de l'impasse Laroche, où elle pouvait être vue. Avez-vous vu la trace de mes pas dans l'escalier de service? Non, mais en vérité, Rouletabille trouve si facilement la trace des autres qu'il ne lui doit pas être bien difficile de dissimuler les siennes. Je vais vous prouver que je n'ai rien essayé de dissimuler du tout. Mes traces, elles crèvent les yeux. Mais vous allez les chercher là où elles vous sont utiles et vous ne les trouvez pas. Tenez, vous les trouverez là, fit-il en lui désignant l'allée qui passait près de la villa, sous les fenêtres même de la chambre et sous l'une des fenêtres de la salle à manger. Monsieur le juge, si vous aviez été moins entrepris par votre idée de l'escalier de service, vous auriez pu voir que mes pas, quasi invisibles sur l'allée briquetée et moussue, qui conduit de la porte dérobée à cet escalier de service, apparaissent tout à coup sur la gauche, le long de la maison. C'est-à-dire quand ils quittent cette allée briquetée. Alors, ils se sont imprimés nettement sur la terre molle, nouvellement détrempée par les pluies. Je ne sais si les agents ont tout mêlé dans leurs recherches ou dans leurs allées et venues inconsidérées, mais ces traces doivent y être encore. C'est par là que je suis venu. C'est par là que je m'en suis retourné. Nous verrons cela tout à l'heure, et je l'admets pour l'instant. Au fond, que vous soyez entré dans la maison par l'escalier de service ou par tout autre chemin, il n'en reste pas moins que vous rejoigniez les deux victimes. Pardon, monsieur le juge, je ne les rejoignais pas. Il est exact que je suis arrivé ici dans un esprit des plus douloureux, mettons désespéré, mais nullement tragique, au sens que vous attachez à ce mot. Et la preuve, c'est que, je le répète, je n'étais pas armé. Vous le dites. Je le jure. Mon malheur me paraissait si inimaginable que je voulais m'en assurer de mes yeux. Cependant, je n'avais point d'autre clé que celle de la porte du petit mur. Me voilà errant autour de la maison. Je savais que ma femme était là, avec Roland Boulanger. C'était atroce. Tout à coup, j'entends une voix. Elle venait de la fenêtre de la salle à manger, et c'était la voix de Roland Boulanger qui disait « Si tu n'étais pas venu, je ne sais ce qui serait arrivé. Je n'ai jamais aimé que toi au monde. » Sur quoi la fenêtre fut refermée. Alors, monsieur, je me suis sauvé. Parce que, justement, je ne voulais pas tuer.